En préambule, avant la présentation, nous chez Winamax, on adore travailler avec les microservices. Petit sondage à main levée dans l'assemblée, qui a déjà au moins une fois dans sa vie bossé avec des microservices dans la salle? Ouais, quasiment tout le monde. Et chez Winamax, on s'est retrouvé dans une situation de déjà plus d'une fois passer 3-4 heures à essayer de comprendre dans une chaîne de 4 services où est-ce qu'il y a un truc qui explose et on avait envie de jeter notre clavier par la fenêtre. Est-ce que ça, c'est aussi arrivé à des personnes? Un peu, si, quand même beaucoup de monde dans la salle. Eh ben, ça va être l'objectif de ces 30 prochaines minutes, ça va être de vous expliquer la solution qu'on a mis en place chez Winamax pour ne plus avoir envie de balancer notre clavier par la fenêtre, justement lorsqu'on a un bug sur une chaîne de service. C'est dans ce contexte qu'on a 1 million d'utilisateurs uniques par mois sur la plateforme, et dans ce contexte également, on a 3,7 milliards de mains de poker uniques qui sont jouées sur la plateforme, et on va essayer de vous expliquer comment, malgré cette charge, on arrive à ne plus vouloir jeter notre clavier par la fenêtre. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus à notre présentation de 0 à 1 milliard de traces, le tracing distribué chez Winamax. On est ravis d'être speaker pour la première fois au Cloud Native Days avec Nico. Et justement, pourquoi c'est Nico et moi qui venons vous parler? On va rapidement se présenter. Moi, c'est Anthony Maffer, je suis développeur advocate chez Winamax, anciennement ingénieur études et développement sur la verticale Paris Sportif Backend de Winamax, et je suis accompagné de Nico. Salut, moi c'est Nico, ça fait 2 ans que je suis SRE chez Winamax et j'ai beaucoup travaillé sur la refonte de l'observabilité pour y voir enfin quelque chose, et notamment sur toute l'infrastructure des traces. Winamax, pour la faire courte, c'est du poker en ligne, c'est du pari sportif en ligne, et techniquement, on est sur une stack, somme toute très originale, c'est du full JS, on a du Node en back, du React en front, et on est à 100% chez AWS. On est sur du ECS, on a fait le choix de, pour le moment, pas aller sur du Cube. On sait que dire ça au Cloud Native Days, ça peut prêter à sourire. Mais vous allez voir qu'on arrive quand même à faire des trucs plutôt stylés avec quelque chose comme 700 microservices qui sont orchestrés chez nous, et 6 Kafka, et 38 clusters Redis, et 22 clusters RDS, et une centaine de buckets S3, et 70 DynamoDB, et trop de prestats, BS, bref. Bienvenue dans le monde de l'architecture distribuée chez Winamax. On a rapidement posé les bases de la technique. Il est temps de vous donner aussi quelques bases sur le côté humain et sur le côté produit, afin que vous ayez toute la vision de ce qui se passe chez nous. Concrètement, nos équipes sont organisées en team produit. Le poker d'un côté, les paris sportifs de l'autre, et on a aussi le produit interne. Qu'est-ce qu'on entend par produit interne? Des équipes comme Operator, Core ou encore d'autres. Et le piège, c'est que ces équipes, elles ne vivent pas en vase clos. Au contraire, elles sont obligées de communiquer en permanence avec tout le monde. Résultat, on se retrouve avec énormément d'interconnexions dans tous les sens et des dépendances qui vont également aller dans tous les sens. Face à cette architecture, on se heurte à une problématique majeure, c'est que c'est devenu super complexe à débugger. Dans un premier temps, on se retrouve avec beaucoup d'API à maintenir. Ce beaucoup d'API à maintenir va fatalement générer beaucoup de calls HTTP entre nos services, et ces calls HTTP vont générer beaucoup de logs, mais genre vraiment beaucoup trop. Résultat, notre méthode de debug, avant ce dont on va vous parler, c'était à la limite entre l'archéologie et la spéléologie. On creusait un peu à l'aveugle dans des téraoctets de fichiers texte, c'était lent, c'était cher, et il nous fallait une solution pour pallier à tout ça. Cette solution, c'est le titre de la conférence, c'est pour ça que vous êtes là, c'est le tracing distribué. L'objectif, il est très clair. On veut pouvoir analyser le cheminement exact d'une requête à travers tout notre système, de l'entrée jusqu'à la sortie. Ça ne va pas être magique, ça ne va pas tout remplacer, mais ça vient agir en complément de nos logs et de nos métriques. C'est vraiment la pièce manquante d'un puzzle, c'est comme ça qu'il faut le voir pour comprendre absolument tout ce qui se passe dans notre architecture. Et pour faire ça proprement, on s'est aligné sur le standard de l'industrie, à savoir OpenTelemetry. Le fil rouge de notre présentation, ça va être ce schéma.
Voici l'architecture globale de notre solution qu'on va détailler en 4 grands piliers. Dans un premier grand pilier, la production des traces. Dans un deuxième grand pilier, la collecte. Dans un troisième pilier, le stockage. Et enfin, un quatrième et dernier pilier, la recherche des traces. On attaque tout de suite avec le premier pilier, la production des traces. Et on s'est heurté à quelques questions existentielles. D'abord, le choix de l'instrumentation. 2 choix s'offraient à nous, soit de l'auto-instrumentation, soit de l'instrumentation manuelle. L'auto-instrumentation a pour avantage de venir collecter nos données de télémétrie sans qu'on ait à modifier le code source de notre application. Seront collectées les différentes requêtes HTTP, qu'elles soient entrantes ou sortantes, l'ensemble des calls aux différentes bases de données qu'on a chez nous, les erreurs non gérées, et j'en passe, il y en a encore d'autres. L'instrumentation manuelle, quant à elle, elle est beaucoup plus intrusive. Elle consiste à utiliser le SDK OpenTelemetry directement dans notre code métier. Donc, en termes de lisibilité, je pense qu'on est d'accord que ça perd un peu de son intérêt. Notre deuxième problématique, c'est la nécessité de faire tout ça en Node.js. On l'a dit en début de présentation, on a quasiment tout en Node.js chez Winamax. Et une contrainte non négociable, il fallait un déploiement facile pour nous, les développeurs. Si c'est trop compliqué à installer pour les développeurs, jamais on le fera et on aura un projet qui sera mort-né. Les copains de l'Afra, ils auront fait tout ça pour rien, c'est un peu dommage. Pour toutes ces raisons, on a fait principalement le choix de l'auto-instrumentation, mais vous verrez qu'on a quand même mis un petit peu d'instrumentation manuelle là-dedans. Notre solution pour tout ça, comment on l'a fait concrètement, il nous fallait un wrapper pour l'auto-instrumentation, et vu qu'on est en Node.js, c'est quelque chose qui se fait très facilement. C'est un petit package common que les développeurs peuvent juste importer, on voit ça sur la slide d'après. Et il nous fallait un middleware spécifique pour notre framework de requêtage JSON RPC, parce que toutes nos API chez Winamax sont en JSON RPC. Ce que je disais pour les développeurs, c'est du plug and play. Un petit import dans le code JS, ça importe notre wrapper et la collecte de traces démarre toute seule. Derrière, si on a des calls à des Redis, à des MySQL, à d'autres API, tout est enregistré automatiquement, tout est collecté automatiquement. Pour notre routeur HTTP, on a juste à intégrer un middleware, quelques variables d'environnement, genre le nom du collecteur et le nom du service, et on est bon. Et si on veut rajouter des spans custom, on peut le faire aussi. Quelques petites lignes de code à rajouter, rien de bien méchant. On définit un span. Un span, c'est une opération, ce mot va revenir assez souvent dans la présentation. Des attributs et le tour est joué. Vous l'aurez compris, on a voulu faire simple, efficace, facile pour les développeurs pour la production de traces. On pense que c'est réussi. Maintenant, il est temps de passer à la deuxième étape de notre architecture, à savoir la collection de traces, et c'est Nico qui s'en charge. Ok, merci Anto. Tu nous as parlé de la production des traces, mais moi ce que je veux en tant qu'équipe infrastructure, c'est récupérer ces traces et les envoyer vers un backend de stockage. Donc, on va parler du deuxième pilier, la collecte des traces. Donc, à Winamax, notre activité business, c'est vraiment pas un long fleuve tranquille. On est rythmé au fil de l'année sur les compétitions sportives, notamment le foot. Cette année, ça va être un gros défi pour nous avec la Coupe du Monde, mais aussi le calendrier du Paris sportif. Pour rappel, Winamax exerce uniquement dans des pays régulés. Ça veut dire que lors de chaque activité d'un joueur, on va devoir faire un travail réglementaire pour produire des traces de jeu qu'on va envoyer à un régulateur. Ce qui fait qu'on a un vrai challenge. Parce que sur le pari sportif, nos joueurs vont jouer à des heures compliquées. Ils vont jouer souvent 1 heure avant le match, et on va avoir un énorme pic de trafic et de connexion à ce moment-là. Pourquoi ? Parce qu'ils vont voir la pub à la télé, et on va envoyer des notifications avec des offres alléchantes, ce qu'on appelle des codes boostés. Et le second, il arrive du coup à la fin du match, on va devoir savoir qui a gagné et qui a perdu. Et du coup, à ce moment-là, on va avoir un énorme travail réglementaire pour dire aux différents régulateurs qui a gagné et qui a perdu. Ce qui fait qu'on va devoir être capable de scaler hyper rapidement pour notre solution de collecte, mais aussi notre solution de stockage qu'on verra par la suite. Donc, Anto vous l'a dit, on est parti sur OpenTelemetry, c'est cool, il nous donne un collecteur. Il va nous permettre de recevoir, traiter et d'exporter les traces. Mais c'est bien, mais ce collecteur, on va devoir le déployer. Dans la documentation, il parle du mode agent, donc c'est un agent qui va tourner à côté de notre code.
Dans notre cas, on fait uniquement des conteneurs, donc ce sera un sidecar. Le sidecar, on n'est vraiment pas fan chez nous, pour différentes raisons. Déjà sur ECS, c'est super chiant à déclarer. En plus de ça, comme je vous l'ai dit, on a des gros problèmes de scaling, donc ça va alourdir chaque instance applicative. Si on a un collecteur par conteneur qui tourne chez nous, ça fait beaucoup. Et après, toutes les possibilités de sampling de traces intelligents, ça ne va pas être possible. Donc on a regardé dans la doc d'OpenTelemetry, il propose un deuxième format qui s'appelle le mode gateway. Le mode gateway, c'est quoi? C'est déployer tous nos collecteurs dans une sorte de cluster et toutes nos applications envoient vers ce cluster-là. Donc ça a l'avantage qu'on n'a qu'un seul cluster à maintenir, pas dans chaque template des applications. Et ça scale indépendamment de nos applications, ça scale sur les règles nous on a définies. Et donc à mettre à jour et à scaler, c'est beaucoup plus simple. Donc le mode gateway, comment on le déploie? Nous on a décidé de mettre ce cluster, d'en mettre 2 niveaux. Le premier niveau, on l'a appelé le collecteur load balancing. Il a un seul rôle, c'est de filtrer toutes les spans qui ont le même trace ID et de les envoyer tous au même collecteur. Et en fait, ça va nous permettre de faire du sampling intelligent. Au lieu de dire je garde 5% des requêtes dans les traces, c'est de dire si une trace par exemple est en erreur, je la garde. Par contre, toutes les traces qui sont valides en dessous de 200 millisecondes, j'en garde que 10% parce qu'on estime que c'est toutes les mêmes. Sans compter le fait que dans les traces, on s'en fout de garder nos health checks et nos routes de métriques par exemple. Donc le rôle du deuxième collecteur, il va avoir ce rôle-là, de faire du sampling. Sauf qu'on l'a pensé comme ça, mais pour l'instant, on n'a pas encore activé de sampling. Et par la suite, je vous expliquerai pourquoi on garde 100% des traces. Et ce collecteur-là, il doit l'envoyer à notre back-end de traces. Sauf que, nous, on va prendre des bursts énormes d'activité. Donc des bursts de span énormes. Et donc on va utiliser un Kafka pour faire un tampon de toutes nos spans. Et notre back-end de stockage ira directement récupérer les données dans ce Kafka-là. L'avantage, c'est que du coup, on est capable de scaler. Et si on a un peu de retard, on ne perd pas de message. Ça, c'est vraiment bien. Et franchement, il faut voir le volume. Un soir de Ligue des Champions, notre topic à 18h, il fait 200 gigas. En fin de soirée, il fait plus d'1 Tera. Pourtant, on a une rétention de seulement 2 heures. Donc ça scale pas mal, quoi. Donc maintenant que je vous ai parlé de la collecte des traces, on va passer à la troisième partie, qui est ma partie préférée. C'est comment on va stocker ce volume-là de données. Et comment on va pouvoir le requêter efficacement. Nous, on est parti, il existe plein de solutions. On s'est dit, avant de regarder toutes les solutions et de faire notre chouette geek dans celles qu'on préfère, on va déjà définir des critères. On veut quelque chose de simple à opérer. On veut un requêtage qui soit rapide. Notre développeur, s'il lui faut plus de 30 secondes pour trouver une trace, il ne va juste pas utiliser notre outil et le projet, comme a dit Anto, sera mort-né. On veut quelque chose qui soit capable de tenir la charge, même le soir de la finale de la Coupe du Monde. Et on veut un truc compatible au format OpenTelemetry. On ne veut pas utiliser les anciens formats qui existaient pour les traces. À ce moment-là, 2 grandes familles de solutions. Est-ce qu'on part sur une solution SaaS managée? D'habitude, on aime bien, mais la solution Amazon ne correspondait pas du tout à ce qu'on voulait. On a regardé un peu ce qui se faisait, Datadog, Sentry, Grafana Cloud. Je suis sûr que vous en utilisez. Mais nous, c'est simple, notre équipe sécu nous a dit non, non les mecs. Les données, il y a des données critiques liées au business. On ne met pas ça chez un autre tiers que AWS. On est vraiment marié à notre cloud provider. Et donc tout ça, on s'est dit, bon, on va regarder ce qu'il existe sur le marché open source. En plus, on aime bien. Et donc on va self-hoster une solution. On a vu ce qui se faisait. Tempo, de chez Grafana. Uptrace, OpenObserve. QuickWit, OpenSearch, Jaeger. Il en existe encore plein d'autres. Nous, on a choisi QuickWit. Tempo, c'est fait par Grafana. Ça avait l'air bien. On ne l'a pas choisi. Uptrace et OpenObserve, c'est vraiment des APM. Donc ça va gérer les logs, les métriques et les traces. Nous, pour les logs et les métriques, on a déjà des solutions. Donc on ne va pas s'embêter à prendre un outil plus compliqué. On veut quelque chose de simple à opérer. En plus, Uptrace est basé sur ClickHouse. Donc c'est vraiment pas simple à utiliser. Après OpenSearch, on l'utilise déjà pour des logs. On n'est pas satisfait. Et chez Amazon, ça coûte vraiment cher. Et Jaeger, au moment où on s'est posé la question, ils étaient en train de réécrire de la V1, donc du format natif Jaeger, à OpenTelemetry. Donc on ne savait pas trop où le projet allait, donc on s'est dit peut-être pas l'utiliser. Donc on a choisi QuickWit. Qu'est-ce que c'est? C'est un moteur d'index pour stocker des documents au format JSON sur S3
et les requêter de manière hyper rapide. C'est orienté très haute performance. C'est écrit en Rust. En exemple, Binance l'utilise pour ses logs. Ils ont un seul cluster qui ingère 1,6 pétabytes par jour. Donc je pense qu'on n'a pas encore ce volume-là et qu'on a le temps de voir venir. Et ce qui nous a convaincus, c'est qu'il y a un système de traces intégré, que c'est simple à déployer, et la visualisation, on peut utiliser du coup Jaeger, juste l'interface graphique, ou se brancher à Grafana. Donc, quel beau schéma. Hein. C'est notre schéma d'infrastructure, où je vous explique un peu les composants de QuickWit. Donc pour rappel, le but, c'est de rechercher efficacement des documents. Sauf que pour ça, il faut que nos documents, on puisse les stocker. Il y a un composant qui s'appelle l'indexeur. Son rôle, c'est d'indexer des documents. Il peut directement prendre depuis Kafka, mais aussi on peut lui envoyer des documents en format HTTP, gRPC, des QSQS, et il existe plein d'autres sources. Nous, on s'est branché sur Kafka, parce que ça nous évite on a le tampon pour la fin du match. Et en plus de ça, ça permet d'indexer beaucoup plus vite avec QuickWit. Et donc on a plusieurs indexeurs, et le rôle de la control plane, ça va être de répartir la charge sur l'indexeur. C'est de dire, voilà, on a défini telle source depuis Kafka, ce topic, il a tant de partitions. Les indexeurs, vous allez vous répartir comme ça. Moi, ce que j'adore, c'est que l'indexation, elle est complètement découplée de la recherche. C'est-à-dire que si un de nos développeurs fait une requête énorme sur la recherche, l'indexation tourne toujours, même si la recherche est plantée. Et ça, c'est vraiment cool. La recherche, comment ça se passe? Il y a une API HTTP, une interface directement, ou alors on se branche à Jaeger. Quand on fait une énorme requête, cette requête, elle va être découplée en plein de petites requêtes pour être répartie sur chacune des instances des searchers et d'aller faire de la recherche. Ce que vous voyez tout en bas, les petits bâtonnets, c'est le format qui est stocké sur S3. En fait, le rôle du searcher, ça va être d'aller chercher les données qu'il y a dedans. C'est des petits bouts d'index qui sont appelés des splits. C'est un format propriétaire de QuickWit. Ils l'ont inventé et ils l'expliquent dans des blog posts. Et après, il reste un dernier composant qui est le Metastore. Lui, il va faire un peu le rôle entre l'indexation et la recherche. En gros, globalement, il va avoir la liste des splits et à quelle heure ils ont été créés, du coup, ce qui permet de rechercher plus rapidement. Donc cette solution, pour nous, elle nous convient et elle est vraiment bien. Et le truc, c'est qu'elle est hyper fiable. On l'a en production depuis, je crois, juillet-août. Tout fonctionne super bien, jamais un incident lié à ça. La recherche, quand je vous dis qu'elle est rapide, c'est qu'elle est vraiment rapide. Notre coût, il est faible. Pour vous donner un ordre d'idée, nos traces nous coûtent 7-8 000 € par mois, quand notre facture AWS est plus de l'ordre du million. Et les logs, plus de l'ordre de la centaine de milliers d'euros, vu qu'on utilise la solution managée d'AWS. Ce qui est quand même énorme, mais pour les traces, du coup, ça ne nous coûte rien. Et la mise à jour de cet outil, elle est simple. On avait des limitations. Les mainteneurs nous ont dit passer sur le tag Edge, qui est les dernières versions d'un master, et on n'a aucun souci. Ça marche vraiment bien. Donc, maintenant, on est à la dernière étape, la 4e, c'est comment on va rechercher nos traces. Du coup, en fait, Jaeger, on peut l'utiliser en back-end de stockage, pour stocker, mais on peut juste l'utiliser pour rechercher des données. Pour ça, Jaeger définit un contrat dans une API gRPC qui s'appelle l'API External Storage, et donc nous, on l'utilise. Et donc, quels vont être les critères sur lesquels on va pouvoir chercher nos spans? Donc, par service, on veut les traces de tel service. On veut les traces de telle opération, par exemple un insert en base de données, un call, etc. Selon tout ce qui est possible d'avoir dans les attributs d'une span. C'est-à-dire, dès qu'on colle un attribut dans une span, on peut le rechercher. Ça, franchement, c'est très très cool pour rechercher les ID de requêtes. Les dates sur lesquelles ces spans ont été produites. La durée des spans. Et voilà. Donc, l'interface ressemble à ça. On a un formulaire de recherche. On voit d'abord un graphe qui va nous expliquer, qui va nous montrer dans les résultats de notre recherche quelles sont les requêtes qui sont en erreur, par exemple les points rouges, quelles sont les requêtes qui vont bien, les points bleus, et le temps que ça a pris. Ça permet directement de trouver les traces un peu lentes. Quand on regarde le résultat des recherches, on voit directement par quel microservice ou quel service va passer notre trace. Ça, c'est hyper intéressant pour pouvoir débugger plus rapidement. Bon, Jaeger, c'est cool, mais moi, je trouve qu'il nous manque des petits trucs. Je trouve qu'on manque de filtres pour la recherche. On ne peut pas, par exemple, faire des recherches sur les attributs de span en faisant des regex. C'est tout bête, mais ça nous changerait la vie. Et Jaeger est peu flexible. Et au-delà de ça, la façon dont est conçue la UI fait que quand on a énormément de traces, ou une trace énorme, c'est un peu long. Et c'est dommage. Donc maintenant qu'on a vu nos 4 piliers pour le tracing, je vais repasser la main à Anto qui va vous expliquer comment on a mis tout ça en production. Yes, c'est très bien de l'avoir développé. Encore fallait-il le mettre en production sans que ça pète absolument tout.
Et on avait deux angoisses majeures sur le fait de potentiellement tout péter. C'était d'abord le coût réel de l'auto-instrumentation sur nos applicatifs et le dimensionnement, quelle volumétrie ça va générer et est-ce que notre back-end va tenir le choc ou complètement exploser en vol. Ce déploiement, fallait bien le commencer quelque part, choisir sur quel service on allait commencer à le mettre en place. Et on voulait directement répondre à la question de la volumétrie. On s'est dit, par quel service chez nous passe à coup sûr n'importe quel joueur qui veut jouer au poker ou parier sur notre plateforme? Il passe forcément par l'authentification. On s'était dit que c'était un très bon service pour un crash test, comme ça si on pétait tout, il n'y avait surtout pas de problème. On a voulu mettre en place le tracing sur toute la chaîne d'authentification, donc c'est-à-dire tous les services qui appellent l'authentification ou qui sont appelés par cette dernière, y compris les services tiers. On a commencé ça grosso modo en mai-juin 2025 et l'effet, il était direct. Ça nous a permis d'identifier des latences précises au sein de toute cette chaîne, là où les logs ils nous ont laissés dans un flou complet, on n'y captait que dalle. Et on a très vite su identifier et corriger les problèmes. Résultat, pour un premier test sur un premier service, le test, il est validé. Ça fonctionne bien en production, la charge elle est encaissée, et on a enfin notre carte routière de l'authentification que vous voyez sur la droite de l'écran. Il était temps de passer à la suite et de commencer à déployer sur les services centraux. Qu'est-ce qu'on appelle services centraux? C'est les équipes centrales chez nous. Donc on s'est dit, tiens, paris sportif et opérateur qui est dans le produit interne, c'est pas mal pour des premiers clients pour essayer de déployer tout ça. Et en termes de timing, on l'a fait courant été 2025. Pourquoi l'été 2025? S'il y a des personnes qui aiment bien regarder, que ce soit la Ligue 1, la Ligue des Champions ou je ne sais quelle autre compétition de foot dans la salle, bah, l'été, normalement, vous vous ennuyez un peu parce qu'il n'y en a pas. Et nous, c'est parfait, ça nous fait un peu moins de charge. Et on a fait, malgré ce moins de charge, quand même, un déploiement via des feature flags sur nos différents services pour y aller progressivement vis-à-vis de la volumétrie. Encore une fois, ça nous a permis de faire beaucoup de découvertes et petites démonstrations par l'exemple. Comment est-ce qu'on identifie une lenteur? Prenons ici un service qui est chargé de gérer les miles. Les miles, c'est chez nous une monnaie bonus qu'on propose aux joueurs comme récompense pour leur fidélité. On voit qu'on est à l'origine sur un call post sur cette API. Et première chose qu'on voit sur ce call, si on zoome un peu, c'est la durée qui est de 1,13 secondes à être résolue. C'est long, on est d'accord pour se dire que c'est trop long pour juste créditer un bonus. Objectif, identifier sur cette timeline ce qui nous semble anormal. On voit assez rapidement au milieu de l'écran deux spans en jaune et rose qui sont relativement trop longues. Si on zoome dessus, on voit qu'on a affaire à un nouveau service, opérateur API bonus. Donc on a vu que notre call allait dans plusieurs services et on voit que le problème vient du second service. Et si on va tout en bas de notre premier écran, on voit une span qui dure 585 millisecondes, opérateur DBlib. Chez nous, opérateur DBlib, on commence à sentir que ça sent très très mauvais du côté d'un call à une base de données. On déroule les détails du span. Qu'est-ce qu'on voit? Un select sum amount from quelque chose. Bon, bingo, c'était bien une requête MySQL qui pétait absolument tout. Problème identifié en 30 secondes chrono, il n'y a plus qu'à aller corriger ce qui causait la lenteur sur cette requête. Là où, si on avait dû checker les logs des deux services pour trouver ça, c'était bonne chance à nous. Là, ça nous a fait quand même aller énormément plus vite. Et des cas comme celui-ci, on en a traité une bonne quantité. Le tracing nous a permis de mettre en lumière des choses invisibles, des appels redondants, des requêtes SQL lentes comme ici, des fois des services tiers, des prestataires qui étaient lents comme tout. Honnêtement, ça nous a changé la vie. Une fois qu'on avait fait cette deuxième étape de mise en place, la troisième, c'était vraiment de généraliser avec l'ensemble des développeurs. Et on a constaté chez tout le monde un grand gain de temps. Ils ont tous réussi à identifier des lenteurs et des optimisations possibles. Et on n'a surtout plus eu de soucis lors des grands soirs, notamment la Ligue des Champions, Nico. Yes. Donc, la Ligue des Champions. Nous, on arrive au milieu de l'été et on ne sait pas comment on va sizer toute notre infra de trace et on ajoute petit à petit des services. Et donc nos collecteurs OpenTelemetry, sur chaque couche des collecteurs, quelques mois après, on s'est rendu compte qu'on scalait entre 4 instances le matin et 30 instances le soir.
On l'a augmenté un petit peu pour la semaine dernière. Je ne sais pas si vous suivez le foot, mais on a eu 18 matchs de Ligue des Champions à la même heure. Donc c'était un peu dur, quoi. Donc au niveau de QuickWit, c'est un peu dommage, mais dans leur doc, ils parlent un peu de sizing, mais pas assez. Donc on a dû deviner un petit peu ce qu'il fallait faire, et donc on a mis 4 indexeurs qui dépilent depuis Kafka, et ça fonctionne bien. On n'a pas de problème. Je pense que c'est un peu surscalé, on pourra en avoir moins. Ça nous a permis de tenir le multiplex, donc tout va bien. Et au niveau des searchers, on en a mis 5, parce qu'en fait, quand on fait une grosse requête à des traces, elle va être distribuée entre chaque instance. Donc plus on aura de searchers, plus les requêtes vont être rapides, et moins on aura de soucis s'il y a beaucoup de gens qui utilisent notre système de traces en même temps. Genre, au hasard, un soir d'incident, par exemple. Comment ça se traduit? Donc, au niveau de nos collecteurs OpenTelemetry, là, c'est un graphe qui vous montre la volumétrie du nombre de spans qu'on reçoit. Et ça, c'est le 7e soir de Ligue des Champions, donc début janvier. Donc, on voit bien notre premier pic avant 21h, qui est la cote boostée, et le deuxième pic, qui est un peu plus tard dans la soirée, qui est la redistribution des gains. Maintenant, au niveau de Kafka, on voit bien que notre topic, il explose en termes de taille. Alors qu'on a 2h30 de rétention, il passe à 18h aux alentours de 300 gigas à presque 1 Tera. Et le soir du multiplex, il a monté encore plus haut. Mais par contre, le topic est énorme. Il est compressé. Par contre, notre courbe de lag, elle est constante. Donc ça veut dire qu'on a des pics, mais qui sont résolus quasiment instantanément. Et donc nous, ça nous convient très bien, parce que ça veut dire que les développeurs, en cas d'incident, ils peuvent avoir leurs traces hyper rapidement, peu importe le moment de la soirée. Et au niveau du back-end de stockage, on ingère des volumes de données assez gros. Par exemple, là, on a 2 pics, le premier et le deuxième, qui sont à plus de 400 mégabytes seconde, ce qui fait qu'on stocke quand même un peu de données. Et comment ça se traduit? Donc en fait, dans QuickWit, on va définir des index qui vont représenter une structure de données qu'on va vouloir rechercher après, et dans laquelle on va stocker des documents. Ça, c'est l'index des traces. Et on voit que l'index, il fait 45 Tera, et on a une rétention de 7 jours sur les traces. Donc ça fait pas mal. Et ça, c'est compressé par le format des splits. Et donc sur S3, il fait à peine 7 Tera. Ce qui fait que j'ai regardé sur le mois de janvier, par exemple, juste le prix du bucket, il nous a coûté $300. Parce que QuickWit optimise toutes les requêtes en get et en post sur S3. Et donc en vrai, j'ai envie de dire $300 pour stocker 45 Tera de data compressée qu'on va requêter, c'est pas grand-chose, quoi. Et on fait un échange. Allez. Tu veux une photo? Ouais. Maintenant qu'on avait déployé tout ça, la question c'était comment on faisait adopter ce changement à nos équipes. Il y avait une première étape, les copains de l'infra, ils ont rédigé une belle documentation, tout part forcément d'une belle documentation. Derrière, pour l'évangélisation, forcément des présentations au lead puis au plateau tech. On a essayé de faire vraiment une implémentation simple et transparente, et surtout, c'est le truc qu'il faut faire à chaque fois qu'on sort un nouveau projet, c'est faire comprendre aux tech l'intérêt de ce projet. Déjà, qu'est-ce que l'entreprise a y gagné, certes, mais surtout, qu'est-ce que les développeurs ont, eux, à gagner avec une telle solution. On a déjà réussi à leur faire comprendre ça, et il y aura encore plus à leur faire comprendre derrière. Ça, c'était un coup de laser. Ouais, tu veux. Donc, le défi de l'équipe infra sur 2026 sur ce sujet, c'est de mieux gérer les brokers de messages. On utilise des brokers de messages de moderne génération, genre Kafka, comme des trucs très vieux, sur nos stacks différentes. Le poker, historiquement, il est écrit en C++ et en Golang, et il utilise des stacks qui datent un peu, notamment OpenAMQ. Et donc, notre but, ça va être qu'on ait un tracing complet sur tout le poker. On est en train de le développer, et c'est trop cool. Et moi, ce que je veux, c'est que ça devienne un incontournable pour nos équipes. C'est-à-dire que lors d'un début d'incident, on check directement les traces. On en apprendra beaucoup, on apprendra d'où vient l'incident plus rapidement, et ça devient hyper intéressant. Voilà, j'espère que cette petite demi-heure passée ensemble vous aura permis de comprendre un peu mieux ce qu'il se passe vis-à-vis de nos problématiques et de nos solutions quant à la mise en place d'un système de tracing distribué chez Winamax. Derrière ces QR codes, vous avez nos LinkedIn, le mien à gauche, celui de Nico, sur la droite. On reste à votre disposition après le talk, parce qu'on arrive à la fin du temps, juste devant la salle, si vous voulez. Merci de votre attention. Et juste avant, je voudrais dire un grand bravo à Nico. C'était son premier talk aujourd'hui. C'était un plaisir de bosser avec toi. Merci à toutes et à tous pour votre attention.
le lien du feedback.